Ebola Chrono. Ebola Chrono avec Korkaba. Bienvenue sur Ebola Chrono, ici Korkaba, toujours ravi de vous retrouver sur cette émission pour vous donner les dernières informations sur Ebola. Exprimez-vous donc, envoyez vos questions par SMS ou message vocal au 624 19 78 64. La campagne de sensibilisation de porte à porte et de détection des cas d'Ebola à Koya a pris fin ce lundi. Nous en parlons dans cette émission, mais d'abord les infos avec Sidikbe Kondi. Bonjour Korka, bonjour à tous. Au cours du mois d'avril, 84 cas d'Ebola ont été confirmés, soit 3 fois moins qu'au mois dernier. En fait, il n'y a pas eu de meilleurs résultats depuis le mois d'août 2014. Même si ces résultats semblent encourageants, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies rappelle à la population qu'il ne faut pas pour autant négliger les mesures de précaution. Ismaël Oldochek Ahmed. Cela ne veut pas dire qu'on doit baisser les bras, parce qu'elle est malheureusement entourée d'un certain nombre de préfectures qui sont encore affectées, et la maladie est encore là. Il faut que l'on maintienne la vigilance. Il ne faut pas qu'on accepte d'être atteint par la maladie par ignorance. Cette maladie aujourd'hui se transmet de manière que l'on connaît et que l'on peut prévenir. Soit des malades, des personnes malades, quand ils atteignent un certain stade de la maladie, peuvent transmettre cette maladie à leur famille ou à leur entourage. Soit à travers le lavage des corps ou disons, la manipulation des corps des victimes qui sont mortes d'Ebola. Il faut encore une fois, je le répète, c'est mon dernier message, il n'y a que vous qui pouvez arrêter cette maladie par le comportement. Il ne faut pas cacher des malades. C'est contraire à la fois à la morale et à l'éthique. C'est un crime aujourd'hui de cacher des malades parce que vous allez tuer ces malades et vous allez contaminer d'autres personnes. Vous venez de l'entendre, la propagation du virus Ebola est en baisse pour le moment. Plusieurs villes ne notifient plus de cas positifs depuis des mois. À Dalaba, par exemple, la situation est sous contrôle selon la coordinatrice terrain OMS que notre reporter Mohamed Koma a rencontré à Koya. La préfecture de Dalaba est la deuxième localité de la Moyenne Guinée à être touchée par le virus Ebola. Il y a 7 mois, cette localité située à 400 km de Conakry comptait plusieurs personnes malades. Aujourd'hui, la préfecture est au vert. Le docteur Ousseyna Touba est la coordinatrice terrain OMS à Dalaba. Actuellement à Dalaba, la situation est calme. Nous avons enregistré depuis le début de l'épidémie 9 cas d'Ebola. Et parmi les 9, nous avons eu 4 guéris et 5 décédés. Nous avons eu plusieurs contacts que nous avons suivis, à peu près 143 contacts. Alors, depuis là, on a pu rompre la chaîne de transmission à Dalaba. Et ça, c'est grâce aux différents partenaires qui étaient là sur les lieux. Les élus locaux, les sages aussi nous ont beaucoup aidés. Donc, ça nous a beaucoup facilité la tâche au niveau de cette préfecture. Pour pérenniser ce résultat, les autorités préfectorales ont procédé à la formation des membres des comités de veille et ont impliqué toutes les couches sociales dans la lutte contre Ebola. À nouveau, le docteur Ousseyna Touba. On les a fait comprendre, si nous nous sommes battus tous, que l'épidémie est finie à Dalaba, donc c'est de continuer la lutte pour que les contacts ne quittent pas d'ailleurs pour venir encore reprendre tout ce que nous avons fait, remettre tout ça à zéro. Donc tous sont impliqués dans la surveillance épidémiologique. Ils sont là, ils veillent sur tout ce qui se passe dans leur village. Dès qu'un malade arrive, il vient d'une localité qui est touchée par la maladie, immédiatement il remonte l'information au niveau du MCM. Depuis le 27 octobre dernier, la préfecture de Dalaba n'a plus enregistré de cas d'Ebola. Mohamed Koma, Ebola Chrono, Koya. Aucune festivité n'est prévue ce lundi pour le 54e anniversaire de l'indépendance de la Sierra Leone. Le président Ernest Bai Koroma a affirmé que cette célébration est impossible car sa nation est en deuil avec près de 4000 décès dus à Ebola. C'est pourquoi il envisage de concentrer tous ses efforts sur les secteurs de la santé, l'éducation, la protection sociale et la réhabilitation économique pour sortir de cette crise. C'est tout pour les infos. Ebola Chrono se poursuit avec Korkaba. Merci Sidikbe pour toutes ces informations.
Amadou Kamara et sa femme ont contracté le virus Ebola dans la sous-préfecture de Koropara à Zérékoré. La maladie a emporté sa femme, mais lui a survécu. Suivez son témoignage au micro de Makan Soumaoro. Monsieur Amadou Kamara, bonjour. Bonjour mesdames. Comment vous avez contracté le virus Ebola? Le virus Ebola, je l'ai contracté à travers ma femme. Mais en fait, le virus a été transmis par un de nos jeunes frères qui est venu de Massanta, précisément de Boussédou. Mais en ce temps, la maladie était mal connue ici. Il travaillait avec un guérisseur en tant qu'apprenti. Mais c'est à partir de là-bas qu'il a contracté cette maladie. Parce qu'il y a une des sœurs de son maître qui est venue du Libéria malade. Et c'est lui qui a été chargé par son maître de s'occuper du traitement de cette femme-là. C'est là qu'il a contracté la maladie. Et il est venu ici. On ne savait pas que c'était ça. Lorsqu'il est tombé malade, on a tenté de le soigner par nos moyens de fortune, mais l'enfant est décédé. Avant qu'il ne décède, il y avait déjà beaucoup de contacts dans la famille. Comment vous avez su que c'était le virus Ebola? Bon, en ce temps, il y a des agents de contact communautaire qui venaient nous rendre visite après le décès de ma femme, bien sûr. Et ceux-ci nous ont dit, la maladie se manifeste par la fièvre, par les maux de tête, par la diarrhée. Dès que nous avons constaté que c'était ça, j'ai déclaré aux ASI. Et ceux-ci m'ont dit que vraiment ça devait être ça parce que c'est de ça que ma femme est décédée. Ainsi, j'ai alerté monsieur le sous-préfet, ils ont appelé la Croix-Rouge. Arrivé à Guékédou, comment vous avez été accueilli par les agents de santé du CTE de Guékédou? Il faut lever le chapeau pour cette équipe sanitaire de Guékédou. D'abord, avant qu'on arrive, ils étaient déjà informés. Avant que nous descendions, ils ont désinfecté d'abord la voiture qui nous a envoyés. Ensuite, nous autres, nous avons été conduites à la C7. On nous envoyait des médicaments des fois 6 fois par jour. Est-ce qu'on vous donnait à manger au CTE de Guékédou? Réellement, on nous forçait même à manger. Rien ne manquait véritablement parce que ils nous disaient que si vous ne mangez pas, tout ce que nous sommes en train de faire, c'est négatif. Donc, il faut que vous mangez, il faut que vous vivez beaucoup. Eux, ils voulaient même qu'on leur demande. Quand on a annoncé votre sortie au CTE de Guékédou, comment vous étiez ces jours-là? Je n'ai pas cru. Je n'ai pas cru ce jour. Pourquoi? Parce que, vu ce que j'ai vu autour de moi, dans la salle où nous étions hospitalisés, je n'ai pas cru que j'étais vraiment guéri. Mais le fait que, qu'on me dise que je suis guéri et que je dois sortir, je pensais pour la première fois au décès de ma femme. Je me suis dit, si on avait eu cette idée que c'est de cette maladie qu'elle souffrait, certes, elle n'allait pas mourir. Arrivé à Koropara, comment vous avez été accueilli par la population? En famille, nous avons été bien accueillis, mais notre alentour ne nous a pas conçus comme si c'était des gens avec lesquels nous vivions avant. Et jusqu'ici, il y a cette stigmatisation-là qui agit beaucoup sur nous. Ça se ressent même au niveau de mon emploi. Vous êtes à Koropara, quelle activité vous exercez aujourd'hui? Actuellement, je suis paysan, mais ce que j'ai envisagé, je n'ai pas le moyen de réaliser ça. Vous êtes le président de l'association des personnes guéries de Koropara. Pourquoi vous avez formé cette structure? Nous avons formé cette structure juste pour défendre notre cause commune, celle de notre prise en compte par les ONG humanitaires. Je voudrais dire tout simplement que je suis ce que j'étais avant que je ne tombe malade. Donc je ne porte plus ce virus-là et je leur demanderai de m'accepter comme avant et d'accepter toutes les personnes guéries comme moi parce que ceux-ci ne peuvent plus leur transmettre cette maladie. Ils sont sains. Monsieur Amadou Kamara, merci. Merci madame. Comme annoncé dans nos précédentes éditions, après Forécaria, les acteurs de la riposte à Ebola ont mis le cap sur Koya pour une sensibilisation de porte-à-porte et de détection des cas d'Ebola. Depuis vendredi, près de 1500 agents communautaires ont eu pour mission de sensibiliser environ 45 000 familles. Mohamed Koma était aussi à Koya, a suivi son reportage. 7 heures à la direction préfectorale de la santé de Koya. Les agents se réunissent avant de démarrer la campagne de porte-à-porte. Le docteur Sakouba Keita est le coordinateur national de lutte contre Ebola en Guinée. Nous avons jugé utile de procéder à cette campagne porte-à-porte
afin de pouvoir détecter les derniers cas de maladies qui existent au sein de la population. Donc c'est pour cela que nous avons décidé cette fois-ci de recruter environ près de 1500 agents communautaires afin que tous les 45 000 ménages de Koya puissent recevoir la visite de nos équipes. Je suis dans la commune urbaine de Koya. Ici, on compte 60 000 habitants répartis dans 15 quartiers. L'équipe que dirige le Dr Sori Kondé a pour mission de faire le ratissage dans cette zone. L'équipe de prise en charge a un kit de médicaments. Donc si nous, investigateurs, on trouve que le malade qui est en face de nous souffre probablement de paludisme simple, on appelle l'équipe et l'équipe donne le traitement correspondant. Voilà, donc c'est comme ça qu'on travaille ensemble. Si c'est Ebola, ça n'a rien à dire. Il faut sensibiliser la famille et le malade en question pour que le transfert soit fait. L'équipe vient de recevoir une alerte. Nous nous rendons au kilomètre 54 pour une investigation. Arrivé sur les lieux, l'équipe rencontre un obstacle. Le docteur Ba Ousseynatou est investigateur pour l'OMS à Koya. Nous avons été alertés par le chef de quartier du kilomètre 54. Donc nous nous sommes orientés d'abord chez lui afin qu'il puisse nous guider sur les lieux. Et donc c'est pourquoi nous sommes là en attente, parce que nous sommes arrivés, il n'est pas encore à domicile et nous ne pouvons pas aller comme ça seulement nous rendre dans le foyer sans partir avec les élus locaux de la localité. Donc c'est pourquoi nous sommes en attente. Après plusieurs minutes d'attente, les choses rentrent dans l'ordre. La famille décide de coopérer grâce à l'intervention d'un agent du comité de veille villageois. Sans perdre de temps, l'équipe médicale se rend chez la famille en question. Le malade est un octogénaire qui provient de Fourekaria, une autre localité considérée comme étant l'épicentre du virus Ebola. Il a 38,2 degrés de température. Quand il marche, il n'a pas de problème de respiration, il se fatigue. Après le premier diagnostic, difficile pour l'équipe d'établir un lien avec Ebola. Le docteur Ba Ousseynatou est investigateur pour l'OMS à Koya. Il répond à la définition de cas. Mais après investigation, il n'y a aucun lien épidémiologique. Nous allons appeler le laboratoire mobile pour venir le prélever ici à domicile. Et en attendant que le résultat vienne, vu son état général très asthénique, l'équipe de prise en charge va lui apporter quelques soins pour le calmer en attendant que nous ayons le résultat du laboratoire. Au bout de 4 heures, le test de l'octogénaire est négatif. Il sera tout de même soigné par l'équipe de prise en charge. La coordination préfectorale fera son bilan demain, mais pour l'instant, aucun cas positif n'a été détecté. Mohamed Kouma, Ebola Chrono, Koya. Nous marquons une pause en musique avec le groupe Baobab et derrière vous aurez le message du jour. Ebola. Ebola. Manyama barama langi rafiruna kana. Ebola. Ibaba mi gbegbe ni bamu wa mera mini birai. Ebola. Manyama barama langi rafiruna kana. Singina yeah. Agbegbe mulari na fira. Kono mire na parabe. Agbegbe mulari na fira. Kono ande barabahuna. Na palama nenya mabibimbe fuwe na gara na woya magomo lagara. Amono mamini de wa maborima. Arrive politique mouya, moule yo mouya. Foure nyagre na yana, mais tout le matin mouya. Je suis le pasteur Pierre-Raphaël Sagnou. Ebola est une réalité. Alors pour cela, moi je voudrais que nous puissions en tant que Guinéens croire en cela et prendre les dispositions qu'il faut pour éviter que ça continue à perdurer dans notre pays. Parce que si c'est déclaré à temps, c'est facile de guérir. Mais si ce n'est pas déclaré à temps, si ça prend tout le corps entier, c'est en ce moment que c'est impossible de guérir. Donc je crois que ceux qui peuvent avoir, au lieu de communiquer aux autres, c'est de se déclarer pour qu'on puisse traiter et afin que nous soyons tous épargnés de cette maladie. Ebola Chrono, le compte à rebours continue. Un auditeur d'Ebola Chrono nous a écrit sur le 624 19 78 64. Il veut savoir quelle est la différence entre le choléra, le paludisme et Ebola.
Pour répondre à cette question, j'ai joint au téléphone le docteur Moumié Bari. Il est le chef de l'unité de prise en charge au niveau de la coordination nationale de riposte à Ebola. Effectivement, il y a une différence entre ces trois maladies. Le choléra est une toxi-infection intestinale aiguë, très contagieuse, qui est strictement humaine, qui est due ici à une bactérie qu'on va appeler le Vibrio cholerae, qui a quand même cette capacité de produire une toxine qui est ici responsable de la maladie. Si on ne traite pas rapidement ce malade, généralement, il peut mourir par déshydratation rapide et sévère. Et comme on le dit, c'est une maladie des nymphales. On le contracte normalement en mangeant ou en utilisant de l'eau ou des aliments contaminés. Et une fois que le germe est dans l'organisme, généralement 3 jours ou même moins de ça, rapidement le sujet va commencer à développer ce qu'on appelle une diarrhée. C'est une diarrhée purement aqueuse, c'est-à-dire c'est de l'eau presque que la personne va émettre. Le problème c'est que c'est une diarrhée avec, quand vous voyez la nature des jumeaux qui sont là-dedans, c'est comme des grains riziformes en suspension dans les selles. Et l'autre particularité, c'est qu'il n'y a pas de fièvre. Et après cette diarrhée va suivre rapidement des vomissements qui ont également les mêmes caractéristiques que les selles que la personne émet. Et souvent, on a des crampes musculaires qui sont très, très douloureuses chez ces malades. Oui, mais docteur, dans le cas de Ebola aussi, il y a cette diarrhée, non? Effectivement, il y a cette diarrhée. Mais à la différence avec Ebola, c'est que en plus de cette diarrhée qui n'est pas aussi très importante, il faut le reconnaître, c'est une diarrhée qui n'est vraiment pas du tout importante contrairement aux autres. La personne va faire bien sûr une diarrhée, mais à côté de ça, la personne va également avoir des maux de ventre, contrairement par exemple au choléra. La personne va faire de la fièvre, qui est vraiment un des signes majeurs, vous savez, dans la prise en charge de la personne qui souffre avec Ebola. Donc en plus de la fièvre, nous avons également des maux de tête et des douleurs articulaires, osseo-articulaires. Mais à côté de tout ça, une grosse fatigue. Intense aussi, comme dans le choléra, mais à la différence que la fatigue du choléra est entraînée seulement avec la déshydratation intense. Mais ici, c'est une grosse fatigue due ici au syndrome fébrile qui est là. Et à côté de ça, la personne ne mange pas. Il y a une grosse anorexie. Il y a également des saignements. Et les saignements, ça peut être au niveau des intelligences, ça peut être au niveau des selles, ça peut être au niveau de la peau, au niveau du nez. Donc tous ces signes réunis quand même entraînent effectivement à la longue une grosse insuffisance hépatique et le sujet il meurt dans ce tableau, une grosse insuffisance hépatique et bien sûr une grosse insuffisance rénale. Vous avez parlé de la fièvre dans le cas de Ebola, une fièvre qui est assez importante et je pense que dans le palu aussi il y a cette fièvre qui est importante, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, le palu aussi, il y a effectivement la fièvre. Il y a également 2 stades cliniques qu'on va rencontrer, ce qu'on appelle l'accès palus simple et l'accès palus grave. Dans l'accès palus simple, vous avez des maux de tête, vous avez une anorexie, vous n'avez pas envie de manger, et souvent c'est des vomissements. Et plus tard, qu'est-ce qui va suivre? C'est que vous allez frissonner. Et des frissons intenses, et bien sûr une sensation de froid. Rapidement, on va suivre une élévation de la température qui peut aller jusqu'à 40 degrés. Et puis, bien sûr, des vomissements. Et généralement, c'est des vomissements très amers, d'autres disent jaunâtres. Donc, voici généralement le palu, je peux dire, c'est ça la différence, c'est que la fièvre, bien sûr, la connotation fièvre est toujours dans les 3 maladies, mais à la différence que la fièvre du paludisme a un cyclien, c'est que il y a un pic qui est là, le sujet fait, il frissonne, il fait son pic de fièvre, et puis brusquement, il y a la défervescence de cette fièvre suivie ici d'un bien-être de la personne. Tandis que dans Ebola, vraiment, quand la fièvre c'est un virus. Et donc, ce virus-là, une fois dans le corps, bien sûr, il y a une autre fébrile qui est là, mais bon, qui n'est pas aussi très, le pic, il évolue un moment, puis bon, il y a une défaite. Mais également, c'est une fièvre également qu'on va rencontrer dans Ebola. Maintenant, dans le choléra, il n'y a vraiment pas du tout de fièvre. Docteur Moumié, merci beaucoup.
Voilà, Ebola Chrono, c'est fini pour aujourd'hui. Continuez à nous envoyer vos questions et commentaires par SMS ou par message vocal au 624 19 78 64. La rédaction en chef est assurée par Afi Wamata, la technique Mamadou Kone et ici au micro Korkaba. Merci à tous pour votre fidélité.